Bonsoir. Donc, on commence avec quelques minutes de retard, mais on a commencé avec 1 heure plus tôt. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre motivation, pour votre intérêt. Il y avait des collègues à 16h25, ils étaient déjà là. Voilà la ponctualité à l'université ouverte. Oui. Mes étudiants, qui, je ne sais pas sûr s'ils sont encore dans la salle, mais ils doivent prendre leçon de ça, parce qu'ils arrivent 15-20 minutes plus tard. Donc, le sujet peut être crispant, ou même désintéressant pour pas mal d'entre vous. Mais comme on disait l'autre fois, où Jean-Loup Bonamy disait qu'il faut vivre son temps. Et donc, les technologies, les choses qu'on va discuter ici, ils sont arrivées pendant votre vie, pendant notre vie. D'accord? Elles ne sont pas anciennes, mais par contre, la vitesse avec laquelle ces technologies évoluent, fait que de temps en temps, on se sent dépassé. C'est logique, parce que le cerveau a sa propre vitesse d'apprentissage. On ne peut pas l'accélérer. On peut l'éduquer pour être plus vigilant, ok, et avoir des méthodes peut-être actives, mais la pente d'apprentissage, elle est linéaire et avec peut-être un peu de croissance. Et les technologies évoluent avec une pente exponentielle. Donc, depuis quelques années, on est en arrière. On ne comprend pas ça. Et souvent, rassurez-vous, les choses sont relativement simples. Mais on a un blocage presque psychologique. Ah non, ça c'est pas pour moi. C'est très important comment vous vous voyez dans votre tête. Oui, quel est l'individu que vous voyez? Si vous voyez quelqu'un qui est commode, c'est pas bon. Il faut justement se voir quelqu'un qui est actif, qui arrive à comprendre. Si quelqu'un m'explique que c'est logique, j'arrive à comprendre. Si je n'arrive pas à comprendre, c'est lui qui a mal expliqué. D'accord? Mais c'est logique, c'est vrai. Et comme nous avons eu le courage d'aborder dans nos conférences des sujets comme l'intrication quantique, superposition quantique, communication quantique, téléportage, je pense que discuter de métavers, sujet duquel Zuckerberg parle chaque jour, c'est pas très compliqué. D'accord? Et justement, pour préparer cette conférence, j'ai passé beaucoup de temps. Oui. L'autre avec les illusions optiques, c'était, voilà, un après-midi terminé. Mais pour ça, j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je n'enseigne pas ça à l'université. C'est pour ça que j'ai profité pour demander aux étudiants de se mettre aussi. OK? On n'aura pas le temps de discuter de ces sujets si on ne le fait pas maintenant, c'est parti. Et ce sera compliqué de vous accessibiliser les choses, mais le fait qu'on a commencé avec ces 2 présentations de réalité virtuelle, et donc je commence avec les remerciements pour les collègues qui sont venus de Belfort, laboratoire 5G, Orange, je ne sais pas, peut-être ils sont en train de ramasser le matériel, et ils sont venus à 2, ok? Bobby Ramsoudour, qui est responsable du pôle 5G. D'accord? C'est ce qu'on aura demain. D'ailleurs, il parle déjà de 7G. 7G, pour parler de vitesse, d'accord? Et si vous êtes intéressé, on peut organiser une visite au laboratoire 5G Orange à Belfort,
OK, on va discuter ça entre nous, voir comment on s'organise, mais M. Ramsoudour, il se proposait de nous accueillir et nous expliquer, nous montrer des choses liées seulement à la 5G. Et il y avait Antoine Paille, qui est un ancien étudiant de PSM, il a passé des examens dans cet amphi, qui travaille actuellement chez eux, oui, dans une équipe intelligence artificielle et web sémantique. Donc, j'espère que si vous avez vu l'installation, ça ne va plus, parce qu'il y avait beaucoup de travail autour de cette installation. OK? Si vous ne l'avez pas vu, c'est dommage, parce qu'on n'a pas l'occasion de voir chaque jour des choses comme ça. Aussi, dans la salle à côté, c'était Lucien qui a présenté une installation de réalité virtuelle, mais plutôt créative, qui a été réalisée avec une artiste qui était dans notre laboratoire Eliade pour 6 mois, oui, intermittent. Et elle a fait avec Lucien cette installation qui, pareil, c'est très intéressant pour voir justement l'interactivité avec la réalité virtuelle. Et je remercie aussi Maxime Laric, qui est le responsable de Lucien, qui a donné le temps pour préparer et pour faire tout ça. D'autre part, pour les petits ateliers que vous les avez vus, j'étais tous les étudiants de Master 1, PSM. Il n'y avait pas d'exception. Pour vous dire, il y a des étudiants qui savent qu'ils n'auront pas leur année, parce qu'ils ont commencé tard, parce qu'ils avaient des soucis, mais ils étaient là, tous. Et ça, c'est quelque chose, okay, parce que ce n'est pas évident de parler de blockchain, de crypto-monnaie, de NFT ou d'autres sujets. Et j'espère que le dialogue avec vous les a renforcés, et aussi je peux maintenant passer directement à la conclusion parce que tous ces mots pour vous sont acquis, non? Pour ne pas aller même plus loin avec le début de la conférence, je veux remercier aussi Magali et Angélique, oui, qui ont fait toujours dans grande vitesse et avec sagesse, de manière qu'on a, vous avez vu, il avait des affiches, oui, il avait des petites feuilles A4, il avait 2 badges, mais tout ça, ça demande du temps, tout ça, ça demande d'investissement, et sans Magali, bon, on n'avait pas ça. Merci encore une fois, Magali. Et remerciement aussi spécial à un étudiant, Ilyes Siba, qui a fait toute la partie graphisme, design. À un moment donné, même, il était perdu. Je dis, non, j'arrive pas, monsieur, parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant. Et vous savez, quand il ne faut pas bâcler, on est obligé de tarder. D'accord? Voilà. Donc, pour vous dire, je ne sais pas, j'ai 130 transparents. Oui. Je vois Thierry, oui, il a l'habitude de faire un rythme intense. Mais rassurez-vous, on est là par plaisir. Vous êtes là pour comprendre des choses, oui. Je suis là parce que ça me fait plaisir de transmettre, oui. Et donc, on ne va pas regarder le son transparent, sinon on fait une intelligence artificielle ici qui, tous les 5 minutes, passe au transparent suivant. L'objectif sera de vous faire comprendre quelques concepts. Si vous arrivez à comprendre ces concepts, vous êtes suffisamment intelligent pour aller tout seul dans différents endroits et compléter les connaissances pour voir, ah, réalité augmentée, c'est ça, ah, la différence entre réalité mixte et réalité virtuelle, c'est ça, d'accord? Donc, on va aller à l'essentiel et il y aura plein de transparents que je veux le passer en grande vitesse, d'accord? Donc, concernant le plan cybernétique, oui, parce que moi j'ai fini en faculté de cybernétique et ça m'a permis de me rappeler des choses, oui, cyberspace. Moi, j'ai marqué tout au début dans le titre cybermonde, mais cyberspace, il est quand même plus utilisé et plus ancré dans l'imaginaire populaire que cybermonde. Ensuite, on va parler de cyberpunk et cypherpunk, parce que c'est très, très important. Souvent, les gens qui sont avec le grand cheveu, avec la chemise qui est transpirée, qui mangent de pizza, ils ont donné énormément à la communauté et souvent même
plein de choses qu'on les a aujourd'hui, c'est grâce à eux. Parce qu'ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec NSA, on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on a besoin de nos libertés. Si j'envoie un message à quelqu'un, il doit être crypté, il doit être sécurisé. D'accord? Et c'est grâce alors justement que la science a avancé et nous, on devrait retenir surtout ces éléments scientifiques qui peuvent être exploités pour des choses correctes. Parce qu'on peut utiliser les crypto-monnaies pour payer de malfaiteurs, okay? Pour acheter des armes, pour plein de choses. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. Donc, à nous de voir qu'est-ce qui est bien, comment on peut exploiter. D'accord? Et même pour vous dire, regardez, je me suis dit, finalement, si tout au début, j'arrive à vous faire comprendre quelques idées, déjà, la conférence est réussite. Les détails, on le verra plus tard. Et donc, cybernétique. De la cybernétique au cyberspace. J'ai les transparents, ultérieurement. Mais au lieu de rentrer directement dans le transparent, regardez, j'ai quelques images. Et avec ces choses, vous arrivez à faire des connexions. Il y a des connexions que je les avais faites même dans cette période. Je commençais l'informatique, mais je ne savais pas de cyberpunk. Non, il n'y a aucun prof qui m'a parlé de ça. OK? Voilà, que science. Et donc, imaginez que encore à gauche de l'écran, oui, il y a Turing. Mais on a parlé plusieurs fois de Turing, parce que Turing a lancé des idées pour l'ordinateur, pour l'intelligence artificielle, pour plein de choses. Mais comme j'avais un écran petite, je ne l'ai pas mis. Okay? En tout cas, j'ai mis Norbert Wiener, oui, qui en 1948 a sorti un bouquin concernant la cybernétique. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a plein de gens. Cybernétique. Mais rassurez-vous, j'ai eu le même étonnement quand j'ai entendu la première fois dans ma vie ce mot. C'était 74. Je retiens, parce que c'est suite à cette mirage que je suivis la faculté. Et juste à côté de lui, c'est McCarthy, qui en 1956 a proposé le concept d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, si vous regardez, mais l'intelligence artificielle casse tout. On ne voit rien en dehors de l'intelligence artificielle. C'est que chat, GPT, des choses comme ça. Oui? Et donc, c'est ce qu'il a mis comme début en 1956, c'est très important. Et en dehors de cette partie scientifique, cybernétique, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est, mais il y a des gens qui ont dit, oui, mais je dois être libre, je dois penser ou utiliser la science comme je veux, et mélanger la cybernétique avec le courant punk. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a écrit même une nouvelle cyberpunk, oui, 80. Et en 84, quelqu'un qui a écrit un bouquin dans lequel il a imaginé le cyberespace. C'est lui qui a utilisé la première fois le concept, oui, on reviendra tout à l'heure, et donc ce cyberespace, tout au début, a été pris surtout comme pour les libertariens, ok? Ils ont dit, mais laissez-nous notre cyberespace. Ici, on va faire ce que nous on a l'envie. L'État, le gouvernement, ils n'ont rien à foutre. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de loi. Okay? Nous, avec le programme, le code, l'informatique, on va construire notre monde. Mais à un moment donné, à partir même de 2000, les gens ils se sont rendus compte, mais attendez, ça c'est prioritaire. Oui? Aujourd'hui, on parle de cyberespace au niveau du Premier ministre, au niveau du président. Vous avez vu quelle complication avec la guerre en Ukraine. La première chose qu'ils ont fait, c'était dans le cyberespace, arranger ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que depuis 2000, j'ai dessiné en haut, oui, voilà, le cyberespace qui contient toutes les machines, tous les programmes, tous les ordi. Regardez,
ce programme, ou cet ordi, il est connecté. Il est connecté en réseau, il passe dans le cyberespace. OK? Et dans ce cyberespace, justement, on a presque une vie immortelle. Oui? On peut regarder très bien les vidéos de François. On ne se rend même pas compte. D'accord? Donc, avec le numérique, avec le cyberespace, il y a d'autres règles qu'avec l'espace réel. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'enjeux pour la souveraineté, pour les frontières du pays, pour la sécurité et plein d'autres choses. Et j'avais mis aussi Assange, OK? Parce que, pareil, lui, il a dit, mais il y a des choses qui nous sont cachées. D'accord? Et il faut avoir la liberté de récupérer les informations correctement et ne pas cacher les choses. Donc, les gens en informatique, ils ont essayé de crypter l'information. Et ils ont créé même une discipline qui s'appelle... comment j'avais... C'est cryptographie. OK? Cryptographie. C'est quoi la cryptographie? C'est un art. L'art de transformer une information de manière qu'elle ne peut pas être lue et comprise par quelqu'un qui n'a pas la clé pour décrypter mon message. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas avec l'informatique. Depuis l'éternité, on a eu le cryptage, avec des algorithmes, des méthodes spécifiques, vous connaissez tout ça. Mais en informatique, ils ont passé du temps pour trouver comment créer un algorithme, ils ont dit cryptage asymétrique. Oui, c'est ce que c'est marqué ici, RSA, en 1977. Il y a deux clés. Oui, une clé privée, c'est moi seulement qui l'ai, et une clé publique, qui est pour tout le monde. Oui. La clé publique permet de décrypter le message. Mais la clé privée permet justement de le crypter. Autrement dit, si j'envoie un message par email à Thierry, il est signé avec ma clé privée. Et donc Thierry, il peut être convaincu que ce message vient de Johan et non pas de quelqu'un d'autre. Avant, on ne savait pas ça. La clé privée assure la garantie que l'émetteur, c'est le bon. Mais en informatique, vous savez qu'il y a des, comment ça s'appelle, hackers. Et ils arrivent à trouver la clé privée et comme ça, récupérer le message ou faire d'autres choses. Mais en tout cas, cet algorithme RSA, j'ai mis aussi les 3 contributeurs, okay? Il est utilisé aujourd'hui dans toutes les messageries. Quand vous faites un dialogue avec votre banque, c'est avec RSA. Okay? Quand vous envoyez un email avec Gmail, n'importe quel, c'est avec RSA. Et dans plein de sites web, vous avez tout en haut HTTPS. Ça signifie que c'est sécurisé. D'accord? Si c'est HTTP, Apple, il me dit, oh, je ne l'ouvre pas. Ils ne donnent pas le droit d'ouvrir un site qui n'est pas sécurisé. D'accord? Et justement, nous on a fait la théorie quantique un peu, il y a très grand danger pour le RSA. Parce qu'avec l'ordinateur quantique, on va pouvoir casser le code. Et donc, ils pensent déjà, c'est ce qu'on appelle le cryptage post-quantique. Mais c'est un autre sujet. Et maintenant, parlant de cryptage, il y a aussi le punk, le courant folklorique, oui, nous on est dedans aussi. C'est comme ça qu'ils ont créé une courant qui c'est cypherpunk. OK? C'est chiffré, oui, mais pareil dans l'intérêt. L'intérêt de liberté, pas seulement pour garantir la sécurité pour la banque, mais pour chaque personne. Oui? C'est seulement ce que j'ai l'envie de faire connaître aux autres que sera connu. Le reste doit être caché et même moi je dois être anonyme. On verra justement comment cette chose intervient.
Et c'est en 2008 que Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, oui, il n'y a pas un personnage derrière, apparemment il y a peut-être même plusieurs qui ont rédigé cet article, même il y a des gens qui disent que c'était NSA qui a rédigé l'article, oui, pour utiliser ce type de cryptage asymétrique pour assurer la sécurité de communication de personne à personne. Autrement dit, je peux envoyer, par exemple, 10 bitcoins à quelqu'un qui est en Australie, sans passer par la banque, sans passer par je ne sais pas quel fournisseur d'accès. C'est directement sur ces blockchains, et peut-être qu'en discutant avec les étudiants, vous avez déjà un peu compris qu'est-ce que c'est blockchain, on reviendra sur ça, mais en tout cas, c'est un système extrêmement transparent. Tout le monde sait. Il sait quoi? Il sait qu'un anonyme, celui qui a telle clé privée, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est Elon Musk ou je ne sais pas qui, mais je vois le code, d'accord? Sa clé publique, elle est connue, et c'est marqué. Elon Musk a transféré 1 million de crypto-monnaies à une autre clé publique. Et même telle date, telle heure, on sait exactement. D'accord? Et les gens, on verra comment ils travaillent ensemble de manière à vérifier qu'il n'y a pas de triche. Que plus de la moitié vont dire oui, effectivement, Elon Musk, telle adresse a envoyé à telle adresse, telle somme, à telle heure. Et si c'est comme ça, on dit OK. Dans ces cas-là, on le met dans blockchain et c'est assuré. C'est pareil comme on met une brique dans un mur. Je ne peux plus revenir parce que sinon je casse tout le brique, tout le mur. OK? Et cet article a permis aussi la construction de la première monnaie crypto, oui, de Bitcoin. On verra justement, c'est très intéressant, même les noms, c'est coin, bit, donc argent avec 1 et 0, avec les bits. Et celle-ci, elle n'a pas matérialité, donc vous trouvez nulle part une pièce de Bitcoin. Oui, elle existe seulement virtuellement. Oui. Et on viendra sur le détail. À droite, oui, c'est ce qu'on appelle le NFT. Sur le web, aujourd'hui, on est habitué avec les copies. Si vous avez un très sympa article ou une image JPEG, vous l'envoyez à tous vos amis. Mais vous ne perdez pas. Elle reste aussi sur votre disque. Elle est envoyée à tous les autres. Qui a l'original? Je ne sais pas. Mais c'est pareil comme imaginez Mona Lisa, ok? Elle sera multipliée partout, mais qui a l'original? On ne sait pas. Donc, on a besoin, en numérique, en utilisant la cryptographie, de certifier que l'original, c'est X qu'il a. Tous les autres sont des copies. Ils peuvent circuler, mais celui qui a l'original est le propriétaire, ok? Il peut le vendre, d'accord? Il peut le conserver. Bon. Et c'est comme ça que première NFT, non tangible, non, vous me dites, fungible token, un jeton non fungible, d'accord? Et on reviendra sur ça. Pour le moment, on s'est regardé l'ensemble. Vous avez vu cybernétique, intelligence artificielle, ok? Ensuite, le cryptage, cryptographie, ok? Le blockchain, et tout de suite après, monnaie virtuelle. Et aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de milliers de crypto-monnaies, d'accord? Pareil, il y a plein de NFT, c'est-à-dire des objets numériques avec un propriétaire certifié. On reviendra sur ça. D'autre part, c'est en 99, ok, pas aux États-Unis,
Parce que même, je demandais l'autre jour aux étudiants, ils disaient, web, aux États-Unis. Non, le web, il a été créé en Europe. Ici, à côté de nous, à Genève. Tim Berners-Lee, c'est lui qui a imaginé un système dans le cyberspace pour pouvoir ces fichiers qui sont des copies, comme on disait tout à l'heure. Et comme ça, il a imaginé le hypertexte et le HTTP de manière qu'on peut construire une page avec des liens ou des hyperliens. Si c'est lien, c'est hypertexte, je clique sur un mot, j'arrive sur un autre texte. Mais aujourd'hui, je clique sur un mot et j'arrive sur une vidéo, ou j'arrive sur une image, ou j'arrive je ne sais pas où. C'est pour ça qu'on parle aussi hypermédia ou hyperlien. Et en utilisant justement le blockchain, on peut déstructurer le web d'aujourd'hui. Parce que le web d'aujourd'hui, il a évolué depuis le pensée de Tim Berners-Lee, c'est-à-dire partage, amitié, tout le monde. Et avec Web 2, c'est le web par plateforme. Autrement dit, Facebook a son parti de cyberspace. D'accord? Je suis enregistré sur Facebook, mais je ne peux pas regarder qu'est-ce qu'il a sur Instagram si je ne veux pas créer un compte là-bas. D'accord? Je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il a sur Twitter. Ce n'est pas ouvert. C'est structuré par silo. Donc, je dois créer un compte sur Instagram, un compte sur Facebook, un compte sur Netflix et ensuite. Donc, il n'y a que des plateformes. Un compte sur Google pour Gmail. Et ces riches, ils sont aujourd'hui extrêmement riches. Oui? GAFAM, on a parlé souvent de GAFAM. D'ailleurs, maintenant, on ne dit plus GAFAM, on dit MAM. Oui? C'est Microsoft, Alphabet, qui est le nom de Google maintenant, Meta, c'est le nom de Facebook, Apple et Amazon. Donc, MAM. Et ils ont des fortunes extraordinaires. Ils sont plus riches que les gouvernements, que les pays. Et donc, la démocratie, elle est en danger. C'est fort, c'est puissant, ils peuvent déstabiliser n'importe quel pays aujourd'hui. Et donc, ce n'était pas le rêve de Tim Berners-Lee. C'est le capitalisme féroce qui a récupéré le web, et au lieu d'avoir un endroit où on se sent bien, on paye avec. Vous avez vu sur YouTube, je ne peux pas regarder une vidéo sans passer par une publicité. Et on paye extrêmement cher avec notre temps. D'accord? Et en utilisant, c'est ce qu'on appelle le blockchain, c'est-à-dire envoyer un message privé, anonyme à quelqu'un d'autre, ils ont imaginé une troisième version de Web 3. On reviendra sur ça, mais dans le Web 3, il n'y aura plus de plateformes. Google et les autres, ils sont en train de trembler. Parce que si on passe vraiment au Web 3, plus besoin de ces puissants. D'accord? On reviendra, le temps passe vite. On reviendra et maintenant, voilà, c'était de la cybernétique au cybermonde, au cyberespace et métavers. Concernant le métavers, c'est en 1992, que quelqu'un a imaginé un monde qui est en dehors de l'univers réel. C'est le personnage, c'est une punk, c'est un livreur de pizza qui a trouvé qu'un virus informatique qui va récupérer la capacité cognitive des gens pour être exploité par les propriétaires de virus, ce virus a été créé dans un monde virtuel, dans un métavers. Et lui, livreur de pizza,
livreurs des herbes et d'autres drogues, ok? Pendant la nuit, ils rentraient dans le métavers. C'est la première fois que le concept et l'idée de métavers arrivent. Oui. Dans les jeux vidéo, vous savez, en 2003, c'était Second Life. Oui. Donc, la deuxième vie, c'est la vie qu'on arrive à construire dans cet cyberespace, oui, qui a duré suffisamment. Ensuite, les jeux vidéo, ils ont stimulé énormément le progrès technologique parce qu'elles demandent beaucoup de capacités de calcul, beaucoup de traitements graphiques pour l'interactivité, pour le transfert des données, et surtout quand il s'agit des jeux online multijoueurs. Imaginez, ma fille, elle est à Dijon et elle a un copain en Suède et paf, je sais pas, paf, tu commences à jouer. Oui, j'ai pas eu encore l'occasion de faire un jeu comme ça, mais les jeux multijoueurs online sont aujourd'hui extrêmement développés et d'ailleurs les premiers métavers se sont construits autour de ces jeux. Et vous savez qu'en 2021, j'ai marqué en bas, c'est l'affiche du film Ready Player One de Spielberg. J'ai une séquence ici, je ne sais pas si on aura le temps de vous la présenter, mais c'est un film dans lequel le personnage principal, pareil, il quitte la vie réelle pour rentrer dans cyberespace, oui, dans le métavers, ok, et il y a un aller-retour entre la vie réelle et la vie virtuelle. Et c'est assez intéressant que dans ces films, à la fin, il dit on va continuer ce métavers, sauf mardi et jeudi. Mardi et jeudi, il n'y aura plus de métavers. Donc même dans un film, ils étaient avec des recommandations, parce qu'aujourd'hui, si le métavers arrive à se créer, mais il n'y aura pas de limite. Oui. Alors, c'est ici la synthèse des idées que je voulais vous montrer. OK? Mais si on lance maintenant, voilà, boum, c'est tout ça. Dans une heure, ça sera compliqué. Oui? Mais on va essayer quand même de comprendre un peu plus en détail quelques concepts et quelques algorithmes ou méthodes, de manière que, comme je disais, vous pouvez continuer calmement, oui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui au bout de nos doigts, oui, on peut avancer correctement. Donc, cybernétique. Oui, cybernétique. Regardez déjà l'image à droite. Oui, c'est le gouvernail d'un bateau romain. Et c'est le nom qui est utilisé en grec pour ce gouvernail. Oui. Cybernétique. Et, Tim, comment il s'appelle? Wiener, il a utilisé ce concept, oui, de gouvernail, outil qui pilote, oui, pour nommer une science, oui, qui s'occupe du contrôle de la communication au niveau des humains, mais aussi des animaux. Oui. C'est pour ça que, regardez, ici, on a... voilà. Avant que lui publie ce bouquin avec la cybernétique, la conférence de Massey, elle est très importante. Si vous avez l'occasion de lire un peu sur cette conférence qui a été lancée pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1942, mais elle a continué jusqu'à 1953, c'était extrêmement prolifique dans plein de domaines. C'est comme ça que la cybernétique est née. L'intelligence artificielle, l'informatique, sociologie et plein d'autres sciences, même je marquais ici, sciences cognitives. Oui. Et d'ailleurs, ils ont commencé avec l'étude de gestaltisme, que nous, on a discuté dans une conférence, oui. Les Américains, mais c'est quoi, c'est comment? Et donc, des scientifiques interdisciplinaires, avec grande interdisciplinarité, essayer de comprendre les choses et voir qu'est-ce que je peux transférer d'un système à l'autre.
par exemple, du système humain vers la machine, ou à l'envers, ou du système animal vers l'homme. D'accord? C'est Wiener qui a eu la tâche de synthétiser les théories et les idées qu'ils les ont eues concernant justement ce contrôle et communication, et c'est marqué pour l'animal et la machine. Et d'ailleurs, déjà, ils avaient l'idée de homme virtuel. Oui. Il y a un bouquin que je l'avais lu en Roumanie, Dieu et Golem. Donc, d'après lui, à un moment donné, les machines vont arriver à construire aussi des machines comme elles. Oui. Et c'est ce qu'il a eu comme contribution, c'est la théorie de feedback, de la rétroaction. Oui. Système ouvert, système fermé, complexe, oui, que maintenant on utilise dans plein de domaines, ça c'est clair, mais on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est ces feedbacks. OK? C'est ça le feedback. Autrement dit, il y a un système, d'accord, qui a des entrées et qui a des sorties. Il y a une connexion inverse ou un feedback si la rentrée sera modifiée en fonction de la sortie. Pouh, mais c'est compliqué. Ce soir, quand vous arrivez à la maison, en ouvrant le frigo, vous lui dites, tu as un système cybernétique. C'est un système cybernétique, un frigo. Vous avez réglé la température, je ne sais pas, 3 degrés, 3,4 ou 5. Il y a un contrôleur, OK, qui vérifie la sortie. C'est-à-dire, quelle est la température? Oui, 3,5, 3,5, je ne fais rien. OK? 3,7, 3,8, 3,9. Quand la différence dépasse 0,5 degrés, il dit boum, démarre. C'est le moteur qui démarre, OK? Et comme ça, il va descendre la température. C'est 3, oui, OK, je suis à 0,5 de l'autre côté. Pause. Et il attend que ça recommence. Oui, la centrale thermique que vous l'avez à la maison, système cybernétique. Donc il y a plein de systèmes cybernétiques, de systèmes qui ont un contrôle de l'entrée en fonction de la sortie. Oui, pour la centrale thermique, c'est pareil. D'accord? Plein de choses. Et pour vous dire, on applique la cybernétique partout. On a eu la chance, nous, en Roumanie, par exemple, qu'il n'y avait pas la même phobie comme en France. En France, en 1950, à cause de la presse, qui a parlé beaucoup de la cybernétique comme quelque chose d'extraordinaire, oui, c'était la désuétude. Il n'y avait personne qui parlait de cybernétique depuis 1950 en France. Dans d'autres pays, on a continué. Nous, par exemple, oui, on faisait en Roumanie l'application de cette théorie dans l'économie. Et j'avais suivi une faculté de cybernétique, statistique et informatique. Et on faisait la modélisation avec la cybernétique, avec les statistiques, analyse des données, avec l'informatique, les programmes pour simuler les modèles. D'accord? Et c'est pas pour vous faire peur, mais justement, j'ai regardé un peu dans ma bibliothèque. Oui, c'est quoi ça, d'après vous? C'est un manuscrit de Johann Roxin quand il était assistant à l'université, oui, des années 80, 81, 82. Il n'y avait pas l'ordinateur. OK, il y en avait des feuilles en plastique pour le rétroprojecteur. Mais ici, c'était l'exercice. Voilà. Il faut représenter le chemin cybernétique pour l'économie avec 2 branches. Parce que souvent, on disait, voilà, l'industrie constructeur de machines, et l'autre, c'est l'industrie légère. OK? Avec 2 branches, on arrivait à faire un système et avoir des données, voir quels sont les échanges entre ces 2 branches, OK? Et ici sont les variables. Quelle est la rétribution moyenne, quel est le coefficient d'amortisation, l'efficacité, la productivité, plein de choses. D'accord? Après, regardez, c'est un modèle avec équation différentielle.
Oui, c'est pas folklore. C'était mathématique complexe, oui, ou en continu, ou avec des discrètes, des variables discrètes. Ici, c'est marqué le cas discret en haut. Et après, regardez, les connexions inverses. Oui. Et nous, on faisait ça, paf, paf, et il fallait déterminer quelle valeur. Mais c'était magique quand même. D'accord? Bon. Cybernétique. Vous savez, le frigo cybernétique, oui. Et vous savez maintenant qu'avec ce système de contrôle, mais on peut l'appliquer à plein de choses. OK? Et c'est William Gibson, 1984, qui a sorti un roman, oui, science-fiction, sur Neuromancier. C'est la première fois qu'il parle de cyberespace. Okay? Et il-même, il définit comme une représentation consensuelle et hallucinatoire, oui, de la matrice totale des données programmées. Mais en 1984, c'était pas big data comme on a aujourd'hui, d'accord? Et depuis 90, avec l'explosion de l'Internet, oui, mais le cyberspace n'a pas arrêté d'augmenter, ok? Donc, c'est quoi le cyberspace? Mais ce sont toutes les infrastructures techniques, les réseaux informatiques, ok, sans les gens. C'est que la partie matérielle, d'accord? Et ici, voilà, c'est pas mal cette structuration. On a des choses, voilà, cet écran, il est en cyberspace, ok? Pour un ordinateur, ailleurs, pareil. Les câbles, tout ce qui est matériel, sont les choses. Ensuite, sont les codes, l'application, le Photoshop que je l'ai, ou Python, ou je ne sais pas quel langage que je l'utilise, mes programmes font partie des cyberspace. Et après, sont les signes. Quand j'ai construit ce transparent, je pensais, il va s'adresser à un cerveau humain. Okay? Donc, je dois passer un message. Je mets une couleur en bleu pour attirer l'attention que c'est une mot-clé et je le mets aussi en bold. D'accord? Ça fait partie de cyberspace. Donc, Word, il est dans cyberspace. Oui? On a, encore une fois, les choses, le code, la partie programme et la partie signe. Et regardez ici une représentation autrement de cyberespace, ok? À gauche, l'infrastructure physique, l'infrastructure numérique avec les données, et après le contenu informationnel. Et j'avais marqué en bas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, choses, code et signes. D'accord? Cybermonde, c'est le cyberespace peuplé. C'est-à-dire quand l'homme est dedans, et donc, on va s'intéresser aux aspects sociétals, culturels et d'autres. D'accord? Et on parle des cybermondes par domaine. Cybermonde éducatif, cybermonde social, cybermonde pour les jeux, immersifs ou professionnels. D'accord? Mais on va continuer à utiliser surtout cyberespace. Okay? Et regardez, déjà, ici, c'était une déclaration qu'ils ont faite à Davos. Okay? Déclaration d'indépendance du cyberspace. Oui? Qu'est-ce qu'ils disaient? Je viens du cyberspace, la nouvelle demeure de l'esprit. Oui? Au nom de l'avenir, je vous demande de nous laisser tranquilles. Oui? Nous n'avons pas de gouvernement élu. L'espace social mondial que nous construisons est naturellement indépendant. Okay? Le cyberespace ne se situe pas à l'intérieur de vos frontières. Nous formons notre propre contrat social. Nos identités n'ont pas de corps. Nous devons déclarer notre moi virtuel. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une clé publique. Okay? Après, nous répondons sur la planète afin que personne ne puisse arrêter nos pensées. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Bitcoin, avec blockchain. Il y a partout des informaticiens qui sont dans le cyberespace. Okay? Les idées, voilà, ils viennent de loin non plus. Après, nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Oui? Puisse-t-il être plus humain, plus juste que le réel. Okay? Donc, cyberespace,
c'est quand même une métaphore avec des sens différents. On a vu un sens d'un informaticien amoureux, idéaliste, ok? Mais c'est pas ça. La guerre en Ukraine, ça n'a pas commencé avec sans frontières, en cyberespace. C'est pour ça que depuis, comme je disais, 2000, sont les gouvernements qui rentrent dedans, ok? Et on a des problèmes de sécurité, d'intérêt de nation, de souveraineté. Il faut avoir des lois, plein de choses, ok? Et même cartographier ce cyberespace. Oui. Jean-Loup, il peut nous parler de la géopolitique du cyberespace. Oui, moi je parle de câbles, des écrans, de codes, mais lui, il peut voir des choses plus. Et maintenant, il y a plein de mots qui ont le préfixe cyber. Oui. Cybersécurité, cyberterrorisme, cyberharcèlement, cyberspionnage, cyberintelligence, cyberhumanité, plein. D'accord? Et, comme je disais, regardez, on parle de cybersécurité. Oui? Ici, j'ai récupéré une page d'une podcast et c'est marqué « Cyberattaque dans le conflit Ukraine-Russie ». Le cyberattaque sur Facebook. Et ça date de mai 2022. OK? Ou ici, c'est Cybernews. Le Cybernews de 2023, février, le mois d'avant. OK? Booking, victime d'une attaque. OK? Nux, Charlie Hebdo, Air France. Et même, vous avez entendu, en janvier, c'était un hôpital. OK? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à récupérer les données. D'accord? Ensuite, ils utilisent leur clé publique et ils disent envoie à cette clé, à ce compte, telle somme d'argent. OK? Et je ne sais pas qui c'est. C'est anonyme. Donc, voilà comment le blockchain, mais il peut être utilisé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et il sera toujours pareil. D'accord? Par hasard, j'ai tombé sur, Thierry, ça peut te faire un clin d'œil, parce que j'ai tombé sur un document avec l'armée suisse. Un document qui parle justement de cyberespace et l'espace électromagnétique. Et on voit bien que le cyberespace, il se retrouve partout. C'est la colonne vertébrale d'opération. Oui, sur le sol, l'espace aérien, l'espace maritime, l'espace atmosphérique. D'accord? Donc, ce n'est pas une vision seulement idéaliste comme on a pu voir tout à l'heure. Ensuite, toujours en utilisant cyber, ok, cyberpunk, c'est la contre-culture, le punkisme en 1970, ok, et souvent dans les romans qui utilisent cette culture, c'est un monde, une vision dystopique. Autrement dit, il y a beaucoup de technologies, mais technologies qui sont utilisées contre l'homme, dans le mauvais sens. Okay? Et après le chiffrement, okay, c'est le cypherpunk, okay, et vous avez vu en bas, / capitalisme. Donc, ils sont contre les grandes puissances. Okay? Cyberpunk, on ne va pas rentrer dans le détail, okay, parce que ça avance le temps et un mot quand même crypto-anarchisme, ok, c'est l'utiliser la crypto-monnaie, la cryptographie, mais dans l'intérêt général afin de casser les banques, le gouvernement et faire l'anarchie. D'accord? C'est d'ailleurs les crypto-anarchistes, oui. Regardez ici, par exemple, c'est Timothy May, oui, qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Que Libertaria dans le cyberspace, ok, sera plus hospitalier pour les idées de liberté et crypto-anarchie que le monde réel. Ouais. Voilà, ici c'est le manifeste crypto-anarchiste, oui. Je ne rentre pas dans le détail, parce que ça, vous pouvez le lire, oui. Et voilà, l'origine de cypherpunk, c'est cypher, le préfixe de crypto ou chiffrement, et le courant punk, ok, qui demande le chiffrement fort, le codage fort, le cryptage fort. Et on a d'ailleurs, aujourd'hui, on a, ok. C'est le manifeste de cypherpunk 1993, oui.
Et celui-ci, il est assez intéressant parce qu'il parle aussi de personnages. Il parle des informaticiens, que ce sont des gens qui sont un peu isolés, non intégrés, ok? Et est-ce que j'ai marqué? Voilà, il dit l'informant et le pouvoir. C'est tellement dur de vivre dans le monde actuel. Oui, nous vivons au bon endroit, mais pas au bon moment. Nous édifions nos mondes dans le cyberespace, oui, parmi le 0 et 1, parmi les bits d'information. Et justement, ils ont travaillé avec des scientifiques pour construire le système de cryptage puissant. Oui. Et première chose qu'il faut bien comprendre, c'est cette architecture. On a plusieurs ordinateurs. Aujourd'hui, quand vous allez chez vous, vous voulez vous connecter à votre compte bancaire, mais il y a un serveur dans votre banque, ok, qui garde tout l'historique, tout ce que vous avez fait. C'est centralisé. Oui, il y a un seul. Si par hasard, il y a le hacker qui vont récupérer les données, mais vous perdez aussi vos données. C'est centralisé. D'accord? Premier type de réseau. Deuxième, ça c'est au milieu, centralisé. Ok? Une autre, ça peut être distribué. Autrement dit, la Banque de France dit, oh, mais je n'ai pas un seul serveur. Pour garantie, je veux mettre 4, 5. C'est distribué. D'accord? Et il y a une autre décentralisée où tout le monde, autrement dit, c'est pareil comme vous avez sur votre ordinateur à la maison, oui, le compte et tout le registre de la banque. Je veux dire, mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais ils ont pensé à un système, le système blockchain, qui fait exactement ça. D'accord? Et l'article publié par Nakamoto, oui, 31 octobre 2008, il explique dans quelques pages quelle est la solution, comment il faut faire. D'accord? Et en 2009, en janvier, sont les premières bitcoins qui sortent. D'accord? Je ne veux pas rester sur le texte, ok? Aller directement, voilà, Wozniak, il disait que c'est un miracle mathématique, ce blockchain, ok? Avant d'arriver à la blockchain, oui, tout à l'heure, je vous avais parlé d'une clé publique, ok? Souvent, vous rencontrez un mot qui s'appelle hachage, une fonction de hachage, oui? C'est quoi? Regardez, chacun d'entre nous a une empreinte. Elle est unique. OK? Donc, si je donne l'empreinte, c'est bon. OK? Avec la fonction de hachage, c'est pareil. Comment ça, pareil? J'ai un fichier, un document Word, oui? Une lettre. Je l'envoie à une fonction de hachage et elle va sortir l'empreinte de cette lettre. C'est quoi l'empreinte? Mais il y a combien ici? 256 bits. OK? Ça peut être 512. C'est une série de 1 et 0. D'accord? Et ça, c'est l'empreinte de document. Ça peut être l'empreinte d'un mot, l'empreinte d'une lettre, d'un nombre. Ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, j'avais marqué Université ouverte Montbéliard. Et après, je leur ai dit, donne-moi l'empreinte. Et en bas, il y a une série de chiffres en hexadécimal, entre 0 et F, ok, qui est l'empreinte. Si demain, je veux lui demander le même texte, Université ouverte Montbéliard, j'aurai la même empreinte. D'accord? Par contre, si je change une lettre, j'ajoute un espace ou je change l'accent de Montbéliard, c'est une autre empreinte. Vous comprenez? Donc, cette fonction de hachage assure l'unicité d'une signature. Et justement, cette signature qu'on va l'utiliser après dans le blockchain. OK? Voilà. Je peux lui donner un texte long. Je peux lui donner un roman entier. Et il va sortir toujours une signature de
la même longueur, vous comprenez? À partir d'une lettre, il sort 256 bits. À partir d'un volume, toujours ça. C'est une fonction mathématique assez puissante, mais qui est dans un seul sens. C'est-à-dire à partir d'un texte. Je peux trouver l'empreinte, mais si je vous donne l'empreinte, vous ne trouvez pas le texte. D'accord? D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'homme. Si elle n'est pas enregistrée quelque part, s'il va trouver que l'empreinte, il ne peut pas nous connaître. Sauf si après il dit, donne-moi l'empreinte. D'accord? Voilà, donc ça c'est très important. Et cet effet, c'est l'effet d'avalanche. Si je change, comme je disais, très peu dans mon document, tout de suite, l'empreinte se change en totalité. OK? Et c'est sur ça qu'ils vont baser après. Voilà, ici, je l'avais donné tous les fichiers cyber.doc pour trouver l'empreinte, d'accord? Et maintenant, pareil, ici, il y a beaucoup de textes, oui, c'est fatigant, il est déjà 19 heures, je veux passer là. OK? C'est quoi? C'est une portefeuille virtuelle. Si je suis à la Banque de France ou Société Générale, pour créer un compte, oui, je dois faire une déclaration, il y a plein de choses. Oui. Ici, c'est un compte virtuel. On est d'accord? Un compte virtuel qui s'appelle Wallet. Oui. C'est vous qui le créez. Dans ce compte, vous aurez l'argent virtuel. Le bitcoin ou je ne sais pas quelle monnaie vous utilisez. Et pour ce compte, il y a deux choses. La clé publique et la clé privée. La clé privée, seulement vous l'avez. La clé publique, vous pouvez le donner à tout le monde, comme vous faites aujourd'hui avec votre RIB. Je dis, voilà, mets-moi 1 000 € sur ce compte. Oui. Mais la clé privée, encore une fois, c'est seulement vous qui la gardez. Si vous perdez la clé privée, tout est perdu. Mais par rapport à la banque, ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut récupérer. D'accord? Parce que la banque, si vous avez perdu vos codes machin, la banque, il garde l'argent. Ici, c'est perdu pour l'éternité, c'est dans le cyberespace. D'accord? Donc, vous pouvez créer votre portefeuille numérique. OK? Testez-le. MetaMask, par exemple. Il est utilisé avec, comment ça s'appelle, le navigateur. Vous êtes sur Google, sur Chrome, sur n'importe quel... Non. Sur Firefox, sur Apple ne fonctionne pas. Mais sur les autres, ça fonctionne. Et ils vont vous proposer 12 mots. Oui? 12 mots. En anglais. Elle dit, mémorisez-le. Vous devez les imprimer, enregistrer sur un disque, c'est ce que vous voulez. Et à partir de ces 12 mots, il va créer quoi? Une empreinte. OK? Après, si vous avez besoin, oui, il va dire, mais quels sont les 12 mots? Je lui donne les 12 mots, paf, il trouve l'empreinte. Ah oui, c'est le bon. Mais si, par exemple, vous avez oublié un mot ou même vous avez changé une lettre, terminé. Donc, il faut très, très bien conserver ces mots, OK, et avoir toujours préoccupation pour conserver la clé privée multipliée dans plusieurs endroits, mais pas de manière que n'importe qui peut le récupérer après. D'accord? Donc, première chose, j'ai besoin d'une portefeuille numérique. Et vous pouvez avoir plein. OK? Pour chaque crypto-monnaie, je peux avoir un portefeuille différent. OK? Et vous pouvez créer votre compte sans faire de transfert. C'est zéro. Vous n'avez rien dans votre compte. Mais, par contre, ce compte va vous donner le droit de rentrer dans, comment ça s'appelle, blockchain. OK? Et maintenant, regardez, ici, on a la transaction. Aujourd'hui, si j'ai l'envie d'envoyer 100 € à Claude, OK? Ben, ça passe par la banque. OK?
la banque vérifie, est-ce que Johan, il a suffisant pour l'envoyer? OK? S'il a, c'est bon. Claude, il a. D'accord? Donc, il y a comment ça s'appelle? Un tiers de confiance. OK? Mais si je veux lui envoyer 1 million d'euros, mais je ne peux pas. Oui, même si j'ai. Parce que tu l'as d'où? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, c'est le contrôle. Avec un système décentralisé, comme on a vu tout à l'heure, on peut envoyer à une autre empreinte, à une autre clé publique, n'importe quelle somme, OK? Mais elle sera vérifiée par tous les gens que j'ai l'argent, OK? Et que le transfert il est correct. Donc, regardez, ça c'est le chemin essentiel, et si vous arrivez à comprendre celui-ci, après les autres, ça va. Oui? Donc, quelqu'un envoie avec son empreinte, oui, son clé publique, une somme d'argent vers quelqu'un d'autre, qui est à droite tout en bas. OK? Pour ça, tous les gens, imaginez que chacun d'entre nous, à la maison, on a l'ordinateur, OK? Et vous recevez tous un message que tel numéro, oui, vous ne savez pas que c'est Johan, vous savez que la clé publique, le numéro de compte, envoie à telle date, telle somme, vers tel numéro de compte. OK? Et après, vous vérifiez tous. OK? Vous avez le droit de vérifier le portefeuille de celui qui envoie. Donc, vous regardez, il a la somme. Oui? Vous comprenez? Et tout le monde vérifie. Et si plus que la moitié dit on est d'accord avec ça, oui, cette transaction sera enregistrée dans une bloc, parce que j'envoie à Claude, mais Claude envoie à Thierry, il y a plusieurs qui vont se passer, oui, dans un intervalle de temps, et on valide tout ça. Et ça sera un bloc, d'accord? Imaginez le bloc, oui, tout au début, voilà, ensuite, ils ont ajouté un deuxième, ils les ont enchaînés, ok? Maintenant, on est en train de faire, nous, nos transactions, ça, ok? Afin de pouvoir l'enchaîner, oui, on doit utiliser un programme informatique qui doit résoudre un problème mathématique. Par exemple, que la fonction de hachage, oui, donne un résultat qui commence avec 7 zéros. Pour trouver ça, il faut simuler énormément. OK? Donc, j'ai besoin d'un ordinateur puissant pour faire ça. OK? Et on sera tous en compétition. Oui. Celui qui arrive, il dit, c'est bon. Et dans ces cas-là, il va utiliser son code ou une fonction de hachage afin d'enchaîner avec le bloc. Et maintenant, c'est sûr, le 100 bitcoins passe dans le compte de la personne destinataire. Et je ne peux plus changer. D'accord? Même, ça se passe dans le maximum 10 minutes. Les problèmes sont conçus de manière que dans 10 minutes, il y a une solution. Oui, souvent c'est 7, 8, 10 minutes. D'accord? Et dans 10 minutes, c'est déjà l'argent sur l'autre compte et il peut l'utiliser. OK? Il y a plein de protections pour éviter que j'envoie des sommes différentes, que j'envoie sans pouvoir. OK? Et comme ça, regardez, dans les 10 minutes suivantes, il y a de nouveau transfert, parce que c'est sur toute la planète. D'accord? Et le blockchain, elle augmente. D'accord? Un autre bloc. Donc la taille de la blockchain, qui est comme une base de données, augmente. Oui, pour vous dire, aujourd'hui, le blockchain pour Bitcoin, il est à 400 gigas. D'accord? Donc, ce n'est pas quelques mégas. 400 gigas, c'est énorme. OK? Et
Le fait qu'on travaille pour vérifier la validité, pour trouver le code, okay, c'est payé. Okay? Et c'est payé dans la monnaie de la blockchain. Par exemple, en Bitcoin, tout au début, il payait 50 Bitcoins pour ça. Tous les 4 ans, la somme, elle est divisée par 2. Okay? Donc, c'était 25, 12,5, maintenant c'est 6,75, et ça va diminuer encore. Et, de plus, le nombre de bitcoins qu'ils ont pensé, c'est limité. Il y a 21 millions de bitcoins qu'il a pensé, ça commente. Okay? Il y a plein de discussions sur ça, mais vous avez compris l'idée de blockchain. Okay? Blockchain, c'est quoi? Mais c'est une base de données qui est partagée, oui, qui est décentralisée, oui, qui est sécurisée, oui, et ça assure après la transparence et aussi la fiabilité dans le temps. D'ailleurs, ces choses, je peux les utiliser maintenant, pas seulement pour une monnaie, je peux les utiliser pour un bien réel ou virtuel. Autrement dit, qu'on va créer par exemple une blockchain à la mairie pour la gestion des maisons. Et dans le blockchain, on a tout. On sait qui a vendu, quelle année, oui. Ou même pour les aides sociaux, pour les bonus biens culturels, pour plein de choses, okay, qui ne sont pas liées à l'argent. Mais c'est le principe, d'accord? Construire quelque chose qui est partagé, qui est transparent, qui est sécurisé, oui. Et il y a plusieurs types de blockchain. C'est le blockchain public, comme je vous disais tout à l'heure pour Bitcoin. Aujourd'hui, si vous voulez, vous allez à Amazon, vous déclarez « je veux miner pour Bitcoin ». OK? Mais ce sera illusoire. Parce qu'aujourd'hui, les choses à faire pour valider ça s'appelle, c'est le minage, oui, comme pour l'or. Les gens travaillent, ici on travaille avec des ordinateurs, ok? Et cette partie de minage, elle est de plus en plus lourde. C'est extrêmement compliqué d'arriver à valider un bloc. Et les mineurs, ils s'associent dans le pool des mineurs. Et pas seulement ça, ils ont des fermes de minage. OK? Il n'y a pas d'ordinateur sur la région Franche-Comté, peut-être combien ils ont dans une ferme de minage. Oui? Avec des ordis dédiés pour des types d'opérations comme ça. À un moment donné, il n'y avait plus de cartes graphiques sur le marché pour les jeux vidéo parce que les mineurs ils récupéraient les cartes graphiques. On utilise aussi les cartes graphiques maintenant pour le calcul. D'accord? Il y a des pays où c'est interdit, le minage. Il y a un problème écologique parce que l'énergie qui passe derrière, c'est pour ça que je sais même, en France, je ne sais même pas s'il y a, c'est surtout au Canada, oui, où ils ont l'énergie hydro. Oui, souvent, ils se mettent dans des, comment ça s'appelle, dans des endroits protégés, isolés pour la température, ok? Donc, le minage, il est très, très compliqué, mais en tout cas, vous avez compris, j'espère, voilà, qu'est-ce que c'est ce minage, et imaginez que les gens arrivent à construire comme ça comment ça s'appelle, un portefeuille, d'accord? Ça s'appelle Proof of Work, d'accord? Pour le Bitcoin. Mais il y a aussi des contrats intelligents, ok? Regardez, la France, elle s'intéresse. Qu'est-ce que c'est ce blockchain? Ici, vous avez la référence, oui, enjeu de souveraineté. C'est publié 2022, d'accord? Une machine à vérité, pas vraiment, parce que si le hacker, il arrive à déballer ou casser une banque, mais ils vont arriver à casser ça aussi à un moment donné. Donc, ce n'est pas infaillible, ok? Mais en tout cas, il y a regardé plein de choses autour de blockchain. C'était février, le mois dernier, à Singapour, ok? Après, il y a des métiers nouvelles qui arrivent. J'ai un étudiant de Master 2 qui est en stage qui utilise le blockchain. Et nous, on n'a même pas appris. D'accord?
Après, il y a, regardez ici, maintenant, concernant le Bitcoin, oui, c'est pas très, édificateur, mais il y a une fluctuation énorme à ce Bitcoin. Tout au début, il n'était même pas en dollars, c'était 0,08. OK? Et dans les années 21, oui, après la crise Covid, il est arrivé à 67 000 dollars un Bitcoin. D'accord? Mais j'ai un doctorant, justement, qui a 0,7 ou 0,8 coin, oui, qu'il a acheté. On peut avoir 0,00 jusqu'à 8e décimale qu'on peut avoir le Bitcoin. Et les gens qui ont acheté tout au début, mais ils sont devenus riches, extrêmement riches. Mais aussi, tu peux devenir fou, parce qu'aujourd'hui, tu es fou, tu es riche, mais demain, tu es pauvre. Et tu passes d'un extrême à l'autre. Et ces jours-ci, voilà, j'ai jamais pensé qu'on attend des informations. Vous avez des sites qui vont donner en temps réel le cours, ok? Et la tendance et l'évolution dans les dernières 10 minutes, derniers jours, ok? Et regardez par curiosité, oui, le premier achat réel avec des bitcoins a été réalisé en 22 mai 2010, oui? La personne a acheté 2 pizzas et il a payé pour ça 10 000 bitcoins. Vous vous imaginez, s'il gardait ces 10 000 bitcoins aujourd'hui, il était... Hein? Et depuis, il y a même un compte Twitter, c'est @bitcoinpizza, et vous avez chaque jour combien coûtaient ces 2 pizzas. Par exemple, je l'ai testé le 7 mars, ces 2 pizzas, ils coûtaient 224 millions de dollars. Vous vous imaginez? Oui. Alors, regardez les fermes de minage. Oui. Voilà, il y a une zone de Far West, c'est comme la recherche de l'or aux États-Unis. Pour le Bitcoin, maintenant, c'est pareil. Et il y a plein des histoires, oui. Voilà, vous avez peut-être entendu, c'est Crypto Queen, un Bulgare, oui, qui n'a pas été trouvé encore. C'est FBI qui a donné une prime de 100 000 dollars, s'il a des informations sur elle, ok, parce qu'elle est arrivée à créer 4 milliards de dollars et terminé. Et vous savez qui est le roi de Bitcoin? Le roi de Bitcoin. Le roi de Bitcoin, c'est un Français. Ah oui, né à Cheneuve, à côté de Dijon. Oui, il est Dijonnais. Oui, maintenant, ça y est, il a terminé aussi. Oui, il avait fait faillite, d'accord? C'est Marc Marpeles. Oui, il a eu 460 millions de dollars en Bitcoin en 2014 et il a tout perdu. Oui. Et vous avez entendu pareil l'année dernière, au mois de novembre, c'était FTX, ok, qui est passé de 16 milliards de dollars à 0. Et maintenant, ils ont récupéré je ne sais pas combien. Donc ici sont les cours, ok, on ne rentre pas. Voilà les top 10, les premières 5, ok. La capitalisation boursière mondiale de crypto, oui, c'est 1000 milliards. Donc 1000 milliards il y a dans ces monnaies virtuelles, ok. Et quand même, c'est moins de 41% par rapport à l'année 2022. Oui, c'était, voilà, pareil. Le gouvernement, il est intéressé. Qu'est-ce qui se passe avec ces monnaies crypto? Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre euro virtuel, oui, et le crypto-monnaie. Parce que ici, si c'est l'État, mais c'est l'État qui a le contrôle, donc c'est centralisé. Vous voulez acheter demain une pizza, l'État peut dire non, non, tu n'as pas le droit aux pizzas avec fromage. Oui, il est en contrôle. Ce n'est pas comme le système décentralisé. Okay? Mais en tout cas, vous trouvez un document avec tout ça. Okay? Ensuite, c'est non-fungible token. Qu'est-ce que signifie non-fungible? Mais si j'ai un euro, oui, Josiane, elle a aussi un euro, mais on peut l'échanger entre nous. Je ne perds rien. D'accord? Mais par contre, si j'ai, par exemple,
un dessin, un tableau fait par un artiste et signé, ok, et Josiane, elle a une copie de ça, mais on ne peut pas le changer parce que le sien est sans valeur et le mien est en valeur. Pour certifier numériquement cette valeur, on va utiliser non-fungible token. D'accord? Et ça, c'est utilisé maintenant, comment ça s'appelle, dans plein de domaines. Pour les jeux, dans la culture, dans l'art, immobilier, industrie de luxe. Oui? Et c'est assez bizarre, parce que c'est beaucoup de spéculation derrière. Oui? Il n'y a pas d'usage. À quoi ça sert, par exemple, que j'ai payé 250 000 $ pour une image GIF avec 24 sur 24 pixels, que moi je pouvais le faire, pas de problème. OK? Donc, pourquoi je l'achète? Je l'achète parce que j'ai l'espoir qu'elle sera vendue demain plus cher. OK? Ah oui, vous ne savez pas ça. Oui, justement, je veux vous montrer quelle est la différence. Et en 2021, par exemple, il avait 45 milliards de dollars de dépenses en NFT. Parce que dans les jeux, oui, mais mon personnage il doit être habillé avec de Nike, je ne sais pas quel modèle. Je paye le droit pour ça et c'est que moi qui ai tel modèle. D'accord? C'est intéressant de remarquer ces chiffres. 45 milliards de dollars pour dépenses en NFT et sur les jeux classiques, 100 milliards de dollars. Vous imaginez? Tout le marché mondial d'art, c'est à 50 milliards. Oui, donc le jeu vidéo reste encore un truc puissant. Oui, oui, je ne rentre pas dans le détail. Voilà, première propriété numérique NFT. Oui, en 2014, 2 mai, un artiste, oui, new-yorkais, il a créé une petite vidéo qu'il a appelée Quantum, qui a été vendue sur une blockchain no name, ok? Parce qu'il disait Bitcoin free money, c'est-à-dire sur le blockchain Bitcoin, on utilise l'argent libre, et no name free DNS, NFT, oui. Et regardez, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, il sera vendu plus cher demain. Le même NFT, il a été vendu 10 juin 2021, 1,5 million de dollars presque. OK? Oui. Regardez l'anime. C'était ça, une vidéo, oui, de combien? 34 secondes. C'est tout. Et vous payez 1 million de dollars pour ça? Regardez, c'était ça son anime. OK? Et maintenant, il y a un propriétaire. Il y a quelqu'un qui sait qu'il a ça et c'est lui qui détient le droit. D'accord? Voilà, ici c'est Kevin McCoy. OK? Très bien. Regardez, il y a des séries qui sortent. OK? Ici, vous avez Bored Ape, qui ont sorti, je ne sais pas, 10 000 exemplaires. Oui, c'était 10 000, oui, différents. Et après, quand il analyse, regardez, il a un marché boursier sur ça. Ah, mais attention, ici, il a un laser. Pour ce laser, oui, il a un prix supplémentaire. L'autre, il est très pixelisé. OK? Et vous avez vu aussi les images, voilà, CryptoPunk, 23 millions de dollars. Oui, 23 millions de dollars pour cette image qui est 24 sur 24 pixels. OK? Je peux vous le faire en 1000 exemplaires. OK? D'accord? Donc, comme je disais, voilà, regardez, ici, pareil, c'est Bitcoin Jesus, oui, vendu à combien? Mais pareil, 1,518 milliard. OK? Ici, c'est une vidéo, OK? Voilà, un squelette d'ours, oui, quelques secondes, mais pareil, vendu énormément, OK? Voilà, ici, il y a d'autres vidéos vendues en NFT. C'est vrai que souvent, sont assez intéressants, OK? Mais payer des millions et des milliards pour ça, oui, c'est quand même risqué, oui? Voilà, dans l'art, oui? Et le Centre Pompidou, il aura la première collection de NFT.
Ouais, ils ont travaillé avec voilà, NFT Paris. C'est quand? C'était déjà 24-25 février. Ouais. Et on arrive à Web 3, ok. Web 3, donc tout au début c'était Web 1. On envoyait des documents. On envoyait une image, on envoyait un texte, ok. Et après, ce sont les grands qui sont intervenus avec Facebook, Instagram et les autres. On avait la possibilité de construire nos weblogs ou blogs, ok, contribuer. C'est des plateformes qu'on appelle crowdsourcing, qui sont alimentées par les utilisateurs. Si demain, nous on arrête d'écrire quelque chose dans Facebook, mais Facebook il est mort. Et par contre, nous on se stimule réciproquement, n'oublie pas demain, donne un like. Et donc, comme ça, il arrive à s'enrichir, ok. Et avec le blockchain, on peut construire un autre type de web, un web décentralisé, le web 3, ok. Et si le premier c'était le web de documents, le deuxième c'était le web d'information, mais le troisième sera le web des valeurs. Parce qu'on peut, comme vous avez vu tout à l'heure, avoir des certifications numériques, ok, partagées, sécurisées, oui, pour les biens, ok. Ici, vous avez dans la feuille avec le Web 3 cette structure donnée par Fred Cavazza qui est très intéressant avec Web 1, Web 2, Web mobile, ok, le Web pour les objets connectés, pour les montres spatiales Web avec des lunettes ou casques, ok, et Semantic Web qui est celui de Tim Berners-Lee. Ici, on peut l'évolution, voilà, Web 1, Web 2 avec les plateformes et maintenant peut-être Web 3. Mais avec Web 2, on est quoi nous? Mais on est des prolétariats. Il y a les... Comment ils s'appellent oui, ici, c'est l'étocratie. Oui, pas... Oui, c'est nétocratie. J'avais marqué quoi? J'avais marqué nétoratie. C'est nétocratie. Les gens qui profitent, ok? Et nous, les autres, on est les prolétariats du net, ok? Le bouquin, il est très, très intéressant, amusant, oui. Ensuite, c'est l'individualisme qui a augmenté, oui. Le triomphe de communautés, des plateformes, et ça change notre rapport au temps. D'ailleurs, je vous suggère un bouquin excellent, Helmut Rosa, c'est Aliénation et accélération, sorti en 2014, et récemment, en 2019, il a sorti un autre bouquin qui s'appelle Résonance. Comment vivre cette accélération? D'accord? Donc, Web 1, Web 2, Web 3 avec blockchain, avec des données liées, et aussi, il y a ce qu'on appelle une structure administrative décentralisée. Autrement dit, ce n'est pas la mairie qui s'occupe. On est plusieurs qu'on va construire une blockchain, d'accord, et on gère les affaires en commun. C'est le vote public, c'est vraiment la démocratie, ok, et on peut faire ça pour, comment ça s'appelle, plein de choses. J'ai trouvé récemment qu'en Roumanie, justement, ils ont fait une blockchain pour le tourisme. Ils ont mis en contact, regardez, 500 000 distributeurs, oui, propriétaires d'hôtels, de je ne sais pas quoi, restaurants, 500 000. Et ils ont 10 millions de consommateurs, 10 millions de gens qui viennent. Et comme ça, ils peuvent rentrer directement en contact. Oui, sans passer par la banque, sans passer par le ministère du Tourisme et les autres. Ok? Et les NFT qui les ont réalisés sont des NFT liés à la culture folklorique roumaine. Ok? Les sommes d'argent qu'ils récupèrent, mais regardez, ils les utilisent pour le développement de la plateforme, 40%, pour le marketing, pour 20% en bas, c'était soutien de le blockchain qui s'appelle Elrond. C'est une blockchain, une monnaie virtuelle roumaine. Oui. Donc, on arrive à 19h30, métavers, oui, on va faire court. Tout à l'heure,
si vous avez vu les installations de réalité virtuelle, vous étiez dans un monde fermé. OK? Dans un monde de réalité virtuelle, vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qu'il y a autour. OK? Et on a l'impression qu'on est vraiment dans une immersion. L'exercice qui était en bas, vous pouvez toucher, vous pouvez faire exploser les particules, tourner. OK, on a l'impression, encore une fois, notre perception, elle est... on a vu déjà qu'elle est illusoire avec les illusions optiques, mais avec ça, vite, on est trompé. D'accord? La différence par rapport à ça, un métavers, il est persistant. Autrement dit, si vous avez construit quelque chose tout à l'heure avec le personnage, si on revient ultérieurement, on le retrouve. Et vous étiez tout seul tout à l'heure. Mais dans une métavers, on sera comme dans la vie réelle. Il y a plein de gens qui arrivent, salut, qu'est-ce que tu fais, comment ça marche? D'accord? Donc, c'est interconnecté, OK? Et doit se superposer sur le monde réel, le monde physique, OK? Différents cybermondes, métavers, oui, l'autre, s'il est dédié, il est unique. Métavers signifie un univers de tout, OK? Voilà, il y a des gens dans le bouquin, excellent ce bouquin, voilà, lui il dit que c'est la révolution numérique majeure de 10 dernières années. Il va tout révolutionner, d'ailleurs même le titre. Maintenant, je ne suis pas très convaincu, oui, mais c'est comme ça. Regardez, le Parti communiste chinois, il dit que c'est un concept fumeux et illusoire, et qu'il investit aveuglément sera source de désillusion. Et d'ailleurs, vous savez qu'il a le projet, interdiction aux jeunes d'avoir connexion aux jeux Internet seulement 1 heure par jour, vendredi, samedi, dimanche. 3 heures par semaine. Oui. Et le bouquin qui a parlé première fois de métavers, je vous avais dit tout à l'heure, oui, c'était Samouraï virtuel et le virus, c'était Snow Crash. Oui. Voilà, on ne revient pas sur ça. Oui. Les points principaux, Second Life en 2003, Warcraft en 2004, ils ont arrivé quand même en Second Life de créer une monnaie virtuelle. Oui. Ils ont eu jusqu'à 700 millions de transactions par an en 2007. Oui. Et le film Ready Player One, oui, on va regarder si on aura le temps, ça, on avance. Enjeu de métavers, créer un univers des marques. Maintenant, une société de luxe, par exemple, il doit créer son métavers. Oui. Il y a des maisons de mode, oui, qui ont leur maison virtuelle, OK, dans une métavers. C'est Samsung qui a créé une similaire de son magasin de New York dans une métavers, dans Central Land. Et il envoie des invitations à ses clients. Voilà, venez nous rencontrer je suis allé sur leur site, sur Samsung. C'est assez intéressant. Il y a la musique, il y a plein de choses. On peut regarder des films, on peut discuter avec les gens. OK? C'est assez bluffant, je trouve. Ça dépend aussi maintenant quelle est la nature. Moi, je ne rentre pas vraiment en contact avec quelqu'un. Oui, je ne sais pas qui c'est, pourquoi elle veut discuter avec moi, mais il y a plein, les jeunes, surtout la génération Y, mais pas de problème, ils rentrent tout à fait en contact virtuel sans problème. Okay? Donc, c'est aussi pour l'éducation qu'on peut l'utiliser, créer des événements, okay? Récompenser les utilisateurs, oui? L'évolution. Mais ce n'est pas évident, parce que ça dépend des casques de réalité virtuelle. Oui, les casques sont comme sont aujourd'hui. Justement, je disais à Antoine que je viens d'acheter avant-hier un casque de réalité virtuelle qui est la nouvelle génération que ceux qu'ils ont ici. C'est Quest Pro. Wow! Mais c'est vrai, c'est 1800 €. Oui, mais c'est plus léger, plus confortable, la qualité excellente. Mais on ne peut pas vivre avec un casque.
OK? Moi, je trouve que c'est anormal. C'est ce que j'ai acheté maintenant, c'est une casque de réalité augmentée. Autrement dit, je vois aussi le réel et le virtuel. D'accord? Mais bientôt, on aura des lunettes. Ils travaillent sur les lunettes connectées, OK? Et après, je ne sais pas si le cerveau il sera capable de se rendre compte que le piéton, il est réel ou il est virtuel, OK? Mais en tout cas, l'étape suivante sera Brain to Computer Interface. Autrement dit qu'il y a un chip dans le cerveau, on pousse dans le cerveau, et on est connecté à l'Internet, pas de problème, on peut regarder, voir, oui. Neuralink, la société de Elon Musk, c'est exactement ce qu'elle fait. Regardez les dernières réalisations, ils sont arrivés à piloter un ordinateur par un singe qui avait une pouce implantée. Donc, il était éloigné et il arrivait à bouger des choses sur l'écran. D'accord? Donc, les technologies, on ne rentre pas dans les détails, les inconvénients, OK, réalité virtuelle, réalité mixte, pareil, je ne reviens pas, mais on a le réel, on a virtuel de l'autre côté, et après, on peut, il y a des applications, même sur Google, oui, ajouter ici, par exemple, une fleur, une carafe d'eau ou d'autres choses. Après, prendre une photo, mais c'est pas vrai, il y a une partie virtuelle dans tout ça. C'est pour ça qu'on appelle réalité augmentée. Mais on peut avoir aussi plus de virtualité que de réalité. C'est pour ça qu'on va parler de virtualité augmentée. OK? Et après, sont les degrés de liberté. Tout au début, on avait trois directions, oui, fois 2, ça fait 3 directions, oui, comme ça, et en diagonale. Et maintenant, je peux aussi me déplacer. Avant, ce n'était pas possible, OK? Donc, et le bouquin, après, il y a des métavers qui utilisent blockchain, des métavers qui n'utilisent pas blockchain, des métavers qui sollicitent une paire de casques, et d'autres qui ne sollicitent pas, d'accord? Donc, on peut les utiliser ou en éducation pour l'enfance, OK? Et c'est, comment il s'appelle? Zuckerberg qui a lancé son projet des métavers, qui s'appelle Horizon, OK? Il a lancé en 2001, mais je pense qu'il a fait de graves erreurs parce que déjà, on a l'envie que ce métavers, il est décentralisé. Parce que si on va retrouver Google, Facebook et les autres dans le métavers, mais pourquoi aller? OK? Donc, ce n'est pas une bonne idée. D'autre part, il l'a lancé très tôt. Le monde, il n'est pas prêt, même pas les jeunes. OK? Il a pensé qu'il aura 500 000 en 2022. Finalement, il a 200 et quelques. Il a perdu je ne sais pas combien de millions de dollars. D'accord? Mais il a présenté dans son truc des choses qui n'existent pas encore et on ne peut pas les avoir. Par exemple, ici, voilà, réalité augmentée, mais c'est une personne réelle qui joue échec avec une personne virtuelle. Mais, oui. Donc, ils disent que les gens qui sont allés dans le métavers de Zuckerberg, mais c'est vide et triste, oui. Et que pour le développement du web, encore une fois, de métavers, on a encore de temps, oui. Ici, c'est Gartner qui propose, voilà, les différents domaines où il peut être utilisé dans l'apprentissage événementiel, le vente de produits, oui, ou gestion des clients. Et ici, c'est la courbe de Gartner. Et si on regarde cette courbe de Gartner, mais on voit des choses qu'on connaît un peu. Voilà, intelligence artificielle qui commence à s'installer bien, oui, big data, et que le métavers commence à monter. Mais qu'est-ce qu'il va donner après? On ne sait pas trop. OK? Ensuite, ici, c'est toujours Gartner qui dit que avant 2025, mais on ne peut pas parler de vrai métavers, et que vraiment, à partir de 2030, oui, on peut imaginer quelque chose de sérieux. Pareil, regardez, le ministère, il n'est pas indifférent. C'est le gouvernement qui a demandé une étude, voilà, sur le métavers. Vous trouvez le rapport, oui, c'est très intéressant. Ils ont proposé 10 mesures. Voilà, quelles sont les opportunités pour la France. Parce que l'idée est maintenant que l'Europe
ne perd plus la compétition. Avec le numérique, l'Europe, la France, ça n'existe pas. Tout est américain. Okay? C'est la capitalisation américaine et la surveillance chinoise. Okay? Nous, on n'a pas grand-chose. Donc, il faut voir ces technologies, le blockchain et les autres, est-ce qu'il y a des choses à faire de manière que on va marquer le terrain et on ne laisse pas toujours les Américains. D'ailleurs, regardez, ils ont créé à Paris un collège métavers. Oui, ils sont innovants quand même. OK? Et voilà, faiblesse, je ne discute pas, opportunité non plus, mais menace. Menace, je veux quand même le dire, OK? Parce que on peut devenir dépendante. Il y a des gens qui restent, il y a même dans le bouquin de records, il a construit je ne sais pas combien de bâtiments sans dormir je ne sais pas combien d'heures ou travaillant des jours et des jours. Okay? Et les gens sont dedans. D'ailleurs, dans le film Ready Player One, on se rend compte que même dans la vie réelle, ils sont avec leur casque et ils participent à des compétitions en virtuel. Et donc, on perd le sens du réel. Et c'est Jean-Luc qui m'a donné justement l'idée quand il parlait de bovarisme, mais je pense qu'on peut parler maintenant de métavérisme. Autrement dit qu'on n'a plus la satisfaction dans le monde réel, on cherche la satisfaction dans le monde virtuel, ok? Mais c'est qu'une bombe à retardement. Parce que quand on va enlever les casques et on verra qu'est-ce qu'il y a autour, oui, il sera peut-être même plus dur que si on ne l'avait pas quitté avant. D'accord? Et il faut éviter qu'on aura de nouveau des monopoles technologiques comme on a eu avec le Web 2, ok? Et que les gouvernements doivent regarder qu'est-ce qu'il y a à faire pour éventuellement réglementer. D'accord? Et j'arrive à la conclusion. Le métavers n'existe pas. Pour le moment, il n'y a pas un métavers. D'accord? Il y a des fonctionnalités, il y a des choses, mais pas... OK? Que dans ce métavers, il y a beaucoup de technologies émergentes qui se mélangent. OK? On a vu réalité virtuelle, Internet des objets, intelligence artificielle, brain to computer interface. OK? Que ces périphériques sont très importants pour la satisfaction de l'utilisateur. Si le périphérique est nul, mais c'est terminé. Après, c'est assez cher encore, d'accord? Et cette combinaison des innovations, peut-être que ça peut donner quelque chose. Les entreprises, ils doivent regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, mais avec beaucoup de sagesse pour éviter qu'ils se lancent dans des trucs perdants, d'accord? Voilà. Merci de votre attention. Oui. Et je ne sais pas si vous avez 3 minutes et si, comment s'appelle, la vidéo va tourner pour vous montrer une courte partie de le film Ready Player One. D'accord? Donc, c'est assez compliqué de se... Hop, vidéo métavers, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Hop, Ready Player One. Il est sur l'écran? OK. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en tête? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Et ici, c'est Spielberg, c'est science-fiction, mais c'est l'idée de métavers. D'accord? Et le film, vous le trouvez, ça ne m'a pas très enthousiasmé, mais en tout cas, le final, il est très intéressant, oui, parce que c'est lui qui a créé le jeu. Il disait, voilà, j'ai été jamais intégré dans ce monde, dans le monde réel. Okay? C'est pour ça que j'ai créé ces jeux. Okay? Maintenant, je ne suis plus, mais je me rends compte qu'il n'y a rien plus réel que la vie réelle. Oui? Très, très intéressant message. Oui? Et donc, maintenant, voilà, il faut voir, et comme je disais tout au début, voir les concepts, les théories scientifiques, oui, qu'on peut les exploiter pour faire d'autres choses. Oui? Il y a plein des éléments utilisés déjà dans la culture, dans le sport, oui, et dans d'autres domaines qui utilisent blockchain, et pas vraiment pour rentrer dans un monde virtuel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions, mais c'est déjà très tard. Oui? Vous pouvez l'envoyer par email. Oui? Merci beaucoup. Merci.